par rapport à la période qu'on est en train de vivre, je pense que c'est une période très intéressante pour la lutte féministe, parce que juste avant le coronavirus, on était en train de vivre une véritable révolution. Il y avait énormément de revendications féministes qui étaient enfin entendues, la parole des femmes se libérait, et le coronavirus a envahi la sphère médiatique et c'est beaucoup plus difficile maintenant de continuer à parler de révolte féministe. Alors que pourtant, depuis le début du confinement, les violences conjugales ont augmenté de plus de 30% en France, c'est énorme. La charge mentale des femmes, elle a explosé avec le confinement parce qu'en fait les enfants sont 24 heures sur 24 à la maison et donc il faut bien que quelqu'un s'en occupe et que cette personne, généralement, c'est la mère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoignages de femmes qui racontent qu'elles sont obligées d'abandonner partiellement ou totalement leur télétravail pour s'occuper des enfants, alors que leur conjoint continue à travailler, à télétravailler. Il y a aussi des témoignages de femmes qui expliquent que leurs conjoints sont au chômage partiel et que pourtant ils continuent à ne pas faire leur part de tâches ménagères. On se rend bien compte donc que c'est pas le problème de la charge mentale, c'est pas un problème de temps, c'est pas parce que les hommes travaillent plus qu'ils font moins de choses à la maison. Non, c'est un problème de société, c'est un problème d'éducation. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir que le confinement finalement ça met en exergue des choses qui étaient déjà présentes dans la société, dont on se rendait peut-être pas forcément compte. De la même façon, on voit que la majorité des personnes qui travaillent, dont on a besoin actuellement qu'ils et elles travaillent, ce sont des femmes, c'est-à-dire que 9 aides-soignants sur 10, ce sont des aides-soignantes, ce sont des femmes. 87% des infirmiers, ce sont des femmes. Les caissières, c'est 9 sur 10, 9 caissières sur 10, ce sont des femmes. Il y a une vidéo YouTube qui est sortie il n'y a pas très longtemps de Et tout le monde s'en fout, qui s'appelle Elle, avec un S, et qui parle justement de ces femmes qui sont en train de travailler et de mettre leur santé en danger pour que la société continue à fonctionner correctement. C'est très intéressant et on se rend compte à quel point le travail des femmes il n'est pas du tout valorisé par notre société, que ce soit un travail qui est rémunéré, comme infirmière, etc., parce que ce sont des travaux qui sont extrêmement mal payés, ou que ce soit le travail à la maison. Tant qu'on ne reconnaîtra pas l'utilité fondamentale d'avoir gardé les enfants pendant le confinement, tant qu'on ne reconnaîtra pas que ça a une valeur économique, les hommes et les femmes ne seront pas égaux par rapport au confinement. J'aimerais aussi ajouter que, et ça a été plutôt bien relayé par la presse, les pays qui gèrent le mieux la crise sanitaire, ce sont presque tous des pays dirigés par des femmes. C'est l'Allemagne, c'est Taïwan, c'est la Norvège, le Danemark. Tous ces pays-là gèrent la crise relativement bien et c'est clairement lié au fait qu'ils sont dirigés par des femmes. Ça a permis de mettre en avant la théorie de l'éthique du care, qui est une théorie développée par Carol Gilligan dans les années 80, qui explique que en fait, les femmes elles ont beaucoup plus tendance à faire attention aux autres parce qu'elles ont été éduquées comme ça et non pas parce que c'est dans leur nature, alors que les hommes, eux, sont éduqués pour ne pas faire attention aux autres et faire passer leurs besoins avant ceux des autres. Et leurs besoins ici, quand on parle de nos dirigeants hommes, blancs, cisgenres, hétérosexuels, c'est surtout les besoins de l'économie en fait. Alors que dans les pays dirigés par des femmes, l'économie a été arrêtée plus vite en général. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup plus attention aux besoins de la population et pas aux besoins économiques. Voilà, donc pour résumer, moi je pense que c'est une période intéressante si elle permet de mettre en exergue tout ça et que ça nous sert d'argument en fait pour légitimer encore plus notre combat et nos revendications féministes. Après je pense que c'est aussi une période qui va servir d'excuse pour faire un énorme retour de bâton. C'est la société patriarcale, quand il y a eu des avancées féministes, ça s'est toujours débrouillé pour que derrière il y ait un énorme retour de bâton qui fasse reculer toutes ces avancées. Et ça on le voit très bien notamment avec la Pologne qui a refusé le droit à l'avortement, enfin qui a interdit l'avortement pendant la crise du coronavirus, ou même le Royaume-Uni qui est en train de faire passer un projet de loi en fait pour réduire les droits des personnes trans. Donc voilà, on se rend bien compte que clairement le coronavirus c'est aussi une excuse pour notre société patriarcale, pour réduire le droit des femmes et couper notre élan
de révolte en fait. Par rapport à la question du programme du Conseil national de la résistance, oui bien sûr il ouvre des chemins s'il est réactualisé, mais il faut qu'il soit actualisé de façon inclusive, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce programme-là, quand il est écrit dans un monde qui est extrêmement capitaliste, extrêmement patriarcal, et donc il laisse aucune place aux femmes, aux personnes racisées, aux personnes LGBTQI+. Quand on parle de l'union des Français dans le texte, en fait on parle surtout des Français blancs, cisgenres, hétéros, mecs. C'est évident qu'on parle pas des résistantes et qu'on parle pas des résistants racisés. Donc voilà, ça pose question. De la même façon, on pourrait l'écrire en écriture inclusive, ce serait déjà pas mal. Ce serait un bon exercice, je pense. Voilà, de la même façon, il y a aussi le fait que ce programme il continue à penser la société en tant que société hiérarchique, c'est-à-dire avec des résistants qui suivent le général de Gaulle, donc beaucoup de gens qui suivent une seule personne. C'est vraiment la figure du grand homme qui a été théorisée par Starhawk dans les années 80, où elle explique en quoi cette figure en fait elle est très problématique parce que c'est une expression de la société patriarcale aussi. C'est cette idée qu'un peuple doit toujours être mené par un seul homme. Et je note homme, vraiment c'est toujours un homme, c'est jamais une femme. Starhawk, dans River l'Obscur, qu'elle écrit en 82, elle explique qu'il faut repenser la structure de notre société avant de pouvoir en changer la mentalité. Et repenser la structure de la société, ça veut dire arrêter d'avoir d'un côté des dominants et des dominés, d'un côté des chefs et des exécutants, mais plutôt avoir chaque individu qui va apporter son savoir-faire, sa vision à la société, de façon totalement égalitaire. Voilà. Et moi ça c'est plutôt ce que j'ai envie de défendre. Il y a Paul B. Preciado qui a sorti un article il y a quelques jours qui s'appelle Nous étions sur le point de faire la révolution féministe et puis le virus est arrivé. Et pour moi ça c'est un nouveau programme de résistance en fait. C'est le programme de résistance que moi j'ai envie de voir porter et que j'ai envie de porter. Parce que en fait c'est pas tourné en forme de programme, mais dans ce texte, il y a l'idée de placer l'humain et le vivant au centre de la réflexion et au centre de la rébellion. Et c'est ça qui me semble important aujourd'hui. En fait, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Preciado, il pointe le fait que, et ça me permet un peu d'enchaîner sur la troisième question, sur les mesures impératives à prendre pour que le jour de demain ne ressemble pas au jour d'avant. La majorité des mesures, elles sont contenues dans le texte de Paul B. Preciado. Il explique qu'il faut qu'on arrête de lutter pour notre communauté, qu'il faut qu'on lutte pour toutes les communautés. Ça c'est valable qu'on lutte pour les droits des femmes ou qu'on lutte pour les droits LGBTQI+, ou les droits des personnes racisées. C'est vraiment cette idée qu'il y a besoin d'une convergence des luttes, même si on n'est pas d'accord, pour mettre fin à la société capitaliste et patriarcale, on a besoin de se regrouper. Voilà, et de mener le combat des autres en même temps que ses propres combats. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et très important. Par rapport à ça, Paul B. Preciado il parle aussi beaucoup du corps et de la nécessité de remettre le corps au centre de la réflexion. Pour moi, il y a une mesure vraiment capitale qu'il pointe. Je vais vous citer ce qu'il dit. Il dit que la révolution qui vient place l'émancipation du corps vivant au centre du processus de production et de reproduction politique. Pour moi, c'est ça l'idée la plus importante, c'est de placer le corps au centre de la réflexion. Ça signifie penser notre corps comme un corps qui est opprimé et réfléchir à la façon dont on peut se débarrasser de cette oppression. Et du coup la révolution elle passe d'abord par quelque chose de personnel, de comment est-ce qu'on se libère de la propre oppression qui est maintenue sur notre propre corps. Et une fois qu'on est libéré de ça, je pense qu'on peut beaucoup plus facilement envisager une nouvelle société. Après, tout le monde n'a pas la possibilité économique, spatiale, temporelle pour réfléchir à l'oppression que son corps vit. C'est clair. Donc évidemment,
c'est un peu utopiste, mais en même temps les révolutions sont faites de rêves à la base, et heureusement. Donc j'ai pas beaucoup parlé de cinéma, donc j'en profite, mais je pense que le cinéma est un bon terrain de lutte et de révolution. Je pense que le fait que la révolution... je pense que cette révolte féministe, c'est pas un hasard si elle a commencé dans le milieu du cinéma. C'est-à-dire que MeToo, ça commence avec l'affaire Weinstein et ça se poursuit avec les révélations d'Adèle Haenel, avec sa sortie au César. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de fort de se rendre compte que oui, le cinéma c'est vraiment un outil énorme là pour faire de la résistance, pour entrer en résistance. C'est pas facile parce que faire de la résistance au cinéma ça veut dire souvent être dans une situation précaire. Mais c'est hyper important. Et notamment aussi parce qu'on voit que le cinéma avait déjà un train d'avance, j'ai l'impression, sur nos réflexions. Quand on regarde Portrait de la jeune fille en feu, quand on regarde Les Misérables, la question des corps, de l'oppression des corps et la question du regard qu'on porte sur ces corps, elle est déjà là, ça environne ces films-là. Et c'est intéressant de voir que oui, la révolte elle est déjà là en fait. Je pense que le monde de demain il est déjà là, il est présent dans ces films en tout cas. Et il faut juste y faire un tout petit peu plus attention. Et il faut aussi avoir confiance, je pense, dans le fait qu'on est capable de se révolter, on est capable de changer les choses. Il faut juste qu'on se bouge et voilà, et qu'on se mette en marche pour avoir des jours meilleurs. Voilà.